Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de Winoland, un petit parc d'attractions situé en région parisienne que tu connais peut-être plus sous le nom de Babyland Amiland. Et c'est un parc d'attractions qui a une histoire assez intéressante et ça tombe bien car il y a Geoffrey Lapère, le directeur du parc, qui m'attend sur place et je vais pouvoir lui poser tout plein de questions pour savoir comment ils ont fait pour faire évoluer leur parc. Allez, je vais le rejoindre. Tout d'abord, salut Tessien, salut mon ami Ludo, je suis très content de te recevoir ici au parc. Alors moi c'est Geoffrey Lapère, je suis l'heureux directeur du parc Winoland, c'est notre 17e saison et croyez-moi qu'en 17 ans on a connu beaucoup de péripéties. Je travaille à la fois avec ma mère et mon père qui sont des anciens forains. Donc je suis issu d'une longue lignée de forains et je pense que ça nous a appris forcément tout ce savoir-faire aujourd'hui pour tenir un parc, puisque lorsqu'on est exploitant d'un parc d'attractions, il faut à la fois connaître l'hydraulique, la pneumatique, il faut savoir faire de la maçonnerie et puis ensuite on a appris à développer nos points de restauration. Donc il est vrai que voilà, ça m'a donné pas mal de connaissances pour démarrer et puis ensuite les expériences se sont faites sur le terrain. Comment on se retrouve de faire les fêtes foraines à avoir un parc d'attractions? C'est-à-dire que mon père, lui, il a travaillé sur les fêtes foraines depuis qu'il est jeune, même s'il a été étudiant jusqu'en troisième année de médecine. Ah ouais. Il a préféré, il a poussé un peu les études, c'est vrai. Ouais. Il a préféré quitter le monde des études pour rejoindre l'entreprise familiale, puisque ma grand-mère est une maîtresse femme, hein, et donc elle a toujours été dans les business de famille. Et elle avait besoin, pour développer ses différentes attractions à Paris, d'avoir ses 4 enfants près d'elle. Et donc forcément, mon père a pris la décision de rejoindre le métier forain et il a continué à exploiter les attractions de la famille Lapère sur les grandes places en France. Ensuite, à l'âge de 27 ans, il a décidé de pas se sédentariser, mais d'être indépendant et donc d'acheter son propre manège, donc finalement de quitter l'entreprise familiale pour se faire tout seul. Et donc sa première attraction a été le grand toboggan bleu, blanc, rouge qu'on peut apercevoir dans le fond du parc. Le fameux slalom. Et donc c'est ce toboggan qui a tout construit. C'est grâce à lui aujourd'hui que nous sommes, toi et moi, en train de discuter autour de ce beau projet qui est Winoland. Donc à 27 ans, il a pris des crédits, il a acheté son grand toboggan et puis il a fait des demandes de place auprès des mairies. Donc j'entends par là Rennes, Saint-Brieuc, Dunkerque, Foire du Trône, Fête des Loges. Il a été à Liège en Belgique, à Tournai. Et c'est sur cette fête foraine de Liège qu'il a rencontré ma maman, Alexandra Vlaslar, qui elle aussi est une foraine de lignée. Je suis la 5e génération du côté de ma mère. Donc pareil, même scénario. Ma mère travaillait donc avec sa famille, entreprise familiale. Et donc en rencontrant mon père, a décidé de se mettre en ménage avec ce forain français. Et puis ensuite, moi-même, je suis arrivé en 1990 et mon père a toujours voulu que je fasse des études. Donc j'ai pas vraiment été dans le monde forain, si ce n'était que pendant les week-ends ou pendant les vacances scolaires, pour remplacer mes parents, par exemple, qui étaient à la caisse, ou pour faire à manger à ma mère lorsqu'elle était également à la caisse du slalom. Ça m'a permis de comprendre un petit peu cette dynamique et cette intensité de travail. Tout au long de mes études, mon père a toujours voulu se sédentariser et avoir son propre parc d'attractions. Donc finalement, ce concept s'est quand même assez bien jumelé avec mes études, puisque le parc a été acheté en 1997 par monsieur Eddy Meus, qui était l'ancien PDG du groupe Walibi, a mis donc ce parc en vente, c'était lui le propriétaire. Tu sais qu'il voulait monter Walibi Île-de-France à cet endroit. Ouais. Hein. C'est incroyable ce projet. Bah oui, aujourd'hui, c'est pas Walibi Île-de-France, c'est Winoland. Et ça, c'est juste fantastique pour nous. Donc tu m'as dit que ton père a acheté le terrain en 97. Oui, c'est ça. Et vous avez ouvert en 2008. Exactement. Il s'est passé quoi pendant toutes ces années? Oh là là, si tu savais, il s'est passé des choses qui auraient pu décourager n'importe quel entrepreneur. Bon, alors il faut savoir que lorsqu'on a racheté le parc, il n'y avait pas d'attraction. L'ancien propriétaire, parce que c'était un parc qui existait déjà à l'époque, hein, qui tournait déjà depuis 30 ans. Ça s'appelait déjà Babyland Amiland? Ça s'appelait déjà Babyland Amiland. Et donc c'était un parc pour les enfants, avec du matériel, des attractions. Donc ce parc est déjà resté fermé pendant un certain nombre d'années. La nature a repris les dessus, hein, donc on avait forcément des ronces. On n'avait pas l'existence de route, hein, puisqu'il n'avait pas mis d'enrobé, il n'avait pas mis de ciment, ou il n'avait pas embelli les routes. Hein, c'était vraiment des petits cailloux, donc forcément la nature a vite repris les dessus quand on a acheté, mais on a acheté en connaissance de cause. Hein. Et mon père a acheté donc le terrain, mais il savait qu'il ne pouvait pas se concentrer tous les jours pour effectuer ces différents travaux, puisqu'il fallait le payer, le terrain. Donc il faut continuer le métier forain pour investir dans le foncier.
rembourser les crédits qu'il avait pris. C'est là où moi j'ai une grande admiration pour lui parce que c'est un risque qu'il a pris. Quand il a acheté le terrain, il n'a pas eu de chance au début puisque 1999, une tempête a soufflé sur toute la France, a ravagé les tuiles de maisons, a ravagé des villes et donc nous forcément on n'est pas passé au travers. On a une centaine jusqu'à peut-être 150 arbres qui sont tombés, il y avait du dégât partout. Il a fallu vraiment se remonter les manches pour enlever tout ça. On n'était même pas équipés, on n'avait pas de tronçonneuse, on n'avait pas de débroussailleuse, on n'avait rien de tout ça. J'avais 9 ans et mon père, il était sur la foire de Rennes avec le slalom. Et il était tout en haut avec ses employés en train de tenir les bâches du kiosque pour éviter que ça s'envole sur la fête foraine. Forcément que quand on est rentré et que ma mère est rentrée avec le matériel pour stocker les convois, on a découvert un parc, c'était No Man's Land. Mon père a continué à croire en ce projet et il a décidé d'acheter les premières tronçonneuses et de s'équiper en machine avec ses employés et de tout débroussailler. Donc ça a pris un certain temps. Tout en faisant les fêtes foraines Tout en faisant en les parallèle. fêtes foraines. Et c'est pas tout. Il a eu aussi un procès jusqu'en Conseil d'État où il a gagné. Parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient contre le projet. Donc il a fallu se battre avec des avocats pour pouvoir obtenir les premiers permis de construire. Et ensuite, il a acheté les premières attractions, peut-être 8 ou 9, que nous avons encore. C'est les manèges qu'on peut démarrer soi-même. Ça nous a mené vers l'inauguration en 2008 avec monsieur Derus qui était le maire de Saint-Pierre-du-Perret, avec monsieur Dominique Véreux qui était le président du SAN, de Sénart-en-Essonne, et avec monsieur le député de l'époque et maire de Draveil, monsieur Georges Tron, qui ont été 3 appuis politiques dans l'obtention des premiers permis de construire. Et à ce moment-là, ma mère était en billetterie. Elle faisait rentrer donc les 80 ou les 100 personnes de 10h à midi, avec les fameux bracelets qu'on attache donc au poignet, avec sa petite caisse d'épicerie. Et moi, j'étais dans le chalet principal de restauration en train de préparer les premiers steaks hachés, préparer les premiers pains burgers et pouvoir satisfaire ces 80 personnes qui étaient sur le parc. Et donc à ce moment-là, je disais maman, il est midi, il faut vite que tu me rejoignes dans le chalet restauration pour prendre les commandes. Parce que j'avais que 1 ou 2 employés avec moi. Donc on était 2, parfois 3 en cuisine pour faire les burgers, mais il fallait quelqu'un pour prendre les commandes. C'était ma mère qui s'occupait de toute cette prise de commande. Donc c'est fantastique. Quand je vois d'où on est parti, jusqu'où on est arrivé, on garde la tête froide. On n'est pas du tout prétentieux, pas du tout orgueilleux. On est des hommes de terrain parce qu'on a tout construit en fait finalement. Nous sommes passés par des problématiques qu'on a su régler. Aujourd'hui, le parc est un univers fantastique où on emploie 70 saisonniers. Aujourd'hui, on a 12 CDI sectorisés par responsable. On fait 230 000 visiteurs, qui est l'année record en 2022, sortie du Covid. Et en fait, moi, je suis nostalgique de tout ça. Quand je marche dans le parc et que je vois toute cette beauté, en fait, et toute cette gestion, toute cette organisation, je suis fier. Je suis fier d'être le fils d'Alexandra Lapère et de Xavier Lapère. Donc j'ai forcément une pression au quotidien, parce que j'ai pas envie de les décevoir. C'est clair. Les débuts des grandes choses ont démarré dans les années 2012-2013, où je me suis retrouvé à temps plein avec ma mère sur le terrain. Mon père nous a rejoints très peu de temps après. Donc 2013-2014, on commence à faire 100 000 visiteurs, on commence à investir dans des grosses attractions. Alors, tout est relatif. Moi, j'appelle grosse attraction la Grande Roue qui est juste derrière moi. C'est un projet à 500 000 €, donc 1,5 million d'euros. Alors à ce moment, en 2015, quand on a décidé d'investir dans la Grande Roue, on s'est dit, là, on prend des risques. Le parc, on n'est pas convaincu qu'il continue d'évoluer. Peut-être qu'on va stagner à 100 000 visiteurs. Mais on avait la capacité financière de l'acheter, cette Grande Roue. Et s'en est suivi la tour de chute libre, la montée fantastique, avec une attraction destinée à un public un peu plus teenager, un peu plus adolescent. Donc on a grandi notre zone de chalandise dans la région sud de Paris, puis ensuite dans l'ensemble de l'Île-de-France. S'en est suivi après dans le fond du Flume, du Bateau Pirate, du Magic Farm, de toutes ces grosses attractions qui finalement déplacent plus de monde. Donc là on est dans les années 2016-2017. On arrive tout doucement à 180 000 visiteurs en 2018. Et là, les premiers problèmes sont arrivés. Des bons problèmes, hein. Des problèmes où nous sommes victimes de notre succès. Donc il faut se réorganiser. Sinon, on va droit dans le mur. Moi, à cette époque-là, j'avais pas de CDI. C'est-à-dire que j'avais vraiment que des saisonniers. Mon père m'a rejoint sur le terrain pour travailler pleinement avec moi et donc a quitté le monde forain parce qu'on avait besoin d'une personne supplémentaire pour nous aider d'une part et avoir ses compétences. Mon père a des compétences extraordinaires dans le domaine technique, qui d'ailleurs est en train de me transmettre. Et ça, c'est très important lorsqu'on a une panne sur un manège. Sinon, les visiteurs, ils sont mécontents si l'attraction ne se remet pas en route. 2018, les premiers problèmes sont arrivés. J'avais beaucoup trop de monde par rapport à la capacité d'absorption des clients. Il a fallu réfléchir au futur projet, c'est-à-dire
acheter, investir des manèges à forte capacité horaire pour réduire ce temps d'attente. Je n'avais pas de CDI, je n'avais pas d'emploi stable. Ça veut dire que chaque année, j'avais besoin de reformer une équipe de saisonniers parce qu'il n'y avait que ma mère et moi dans le domaine de l'exploitation au front. Donc t'imagines un petit peu, ma mère en billetterie qui fait rentrer les gens, moi dans un chalet de restauration en train de faire des burgers. Maman, tu peux vite venir dans le chalet restauration pour prendre les commandes parce que là, il commence à y avoir du monde et ils veulent tous manger. Normalement, on a un chef cuistot pour ça ou on a un responsable restauration pour ça. Moi, j'en avais pas. C'était ma mère et c'était moi aux cuisines. Ah, vous étiez que deux en gros. On était deux avec, bien sûr, des saisonniers qui faisaient plusieurs saisons avec nous. Mais c'est tellement désolant de leur dire la saison est terminée, à l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 5 mois? Et puis ils peuvent retrouver du travail ailleurs. L'idée était de pérenniser ces emplois parce que, en plus, j'aimais travailler avec ces gens. Ce problème, que je peux appeler un problème social des ressources humaines de la société, était identifié. Le problème de capacité horaire sur les attractions était identifié. Le problème de pas assez de points de restauration était identifié. Trop de files d'attente pour manger un hamburger avec des frites. Le problème des sanitaires a été identifié, où on exploitait le parc sur l'ancien bloc sanitaire. Il était vétuste et il était en trop faible nombre de WC. Avec 15 autobus de 100 enfants par autobus, il y avait plus d'attente pour aller faire pipi que pour faire la grande roue. Avec mon père et ma mère, j'ai dit il faut qu'on trouve une solution. Je pense qu'il faut qu'on se réorganise. J'ai dit on va offrir des premiers CDI, on va faire un gros travail sur la structure sociale de l'entreprise. J'ai offert un poste de responsable restauration, un poste de responsable en billetterie et un poste d'entretien général du parc. On est parti sur cette configuration-là en 2019 avec toujours nos 50 saisonniers. Et on a redémarré bien entendu avec mon père, ma mère et moi-même. Tous les jours nous sommes sur le terrain pour comprendre le moindre problème et le corriger rapidement. On a investi dans des points de restauration. On a développé l'escapade gourmande avec une cuisine beaucoup plus traditionnelle. Des entrecôtes, des bavettes, des haricots verts, des frites. Et on a gardé nos snackings. On en a 5 aujourd'hui sur le parc. Donc on a une équipe de 30 personnes rien qu'en restauration avec, aujourd'hui on est en 2023, on a 2 responsables. On n'en a plus un seul mais 2. Parce qu'il y a beaucoup d'employés à gérer, beaucoup de points de restauration. On a décidé d'offrir encore un autre poste en CDI pour pérenniser l'emploi d'une part et pouvoir assurer une tranquillité de gestion sur le parc. Et bien entendu au niveau des attractions, on a investi dans des attractions à meilleure capacité horaire. Ça a été le cas de la coccinelle de chez Technical Park qui absorbe des clients beaucoup plus que par exemple le Flume. Avec 4 bûches, 2-3 personnes, on peut avoir des files d'attente assez impressionnantes. Avec un manège de type coccinelle avec 36 places autour de 3 minutes, bien sûr que la file d'attente, elle est beaucoup plus rapidement absorbée que n'importe quel autre manège. Quand on a 2500 personnes dans le parc, il faut limiter cette période d'attente qui en soi est un mauvais ingrédient pour son expérience visiteur. 2019, pré-Covid, très belle année, 180 000 visiteurs qui étaient donc contents, qui ont parlé avec un bouche-oreille positif. On s'est dit, on va sortir une grosse attraction et on va la thématiser. C'est le majestueux Ptéranodon. En fait, on a scénarisé toute l'attraction avec un personnage principal qui s'appelle le professeur W. Et ce personnage, simplement, t'invite à venir tester sa machine à remonter le temps pour l'aider à récupérer des informations dans le but de concevoir des dinosaures. Tu vois, il y a une véritable storytelling. Hein. Mais c'est nouveau du coup pour ça, c'est tout nouveau pour cette année. Land. Lorsque nous sommes sortis du Covid, on a fait une année fantastique, Ludo. On a fait un 2022 avec un record, 230 000 visiteurs. On a eu le maire de la ville qui est venu nous apporter la coupe avec écrit Parc Babyland, 230 000 visiteurs, saison 2022. Avec mon père, on avait les larmes aux yeux. Il m'a même offert la médaille de la ville. Quel respect! Donc là, je me suis dit, ok, le parc d'attractions est en train de prendre en notoriété. Donc le parc s'appelait Babyland à Milan, Ouais, du coup au rachat, donc comme avant. Exactement. Donc je suppose que vous avez gardé le même nom pour garder l'image de marque peut-être d'avant, Oui. je sais pas. Et là vous avez changé de nom, Oui, c'est quand même un complètement. risque. Oui, c'est un très gros risque. Par contre, c'était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé effectivement pendant 16 saisons complètes sur le nom Babyland à Milan. Hein. C'était finalement le rachat. Le parc s'appelait déjà Babyland à Milan. Donc on avait bien évidemment des enfants qui venaient à l'époque, maintenant qui viennent avec leurs propres enfants. Donc on a tout un passif qui est intéressant. Néanmoins, quand on a démarré, on avait des manèges pour les bébés 0-12 ans. On avait un lien avec l'aspect évocateur du nom Babyland. Au fur et à mesure des années, en fait, on s'est détaché du monde des bébés. On s'est intéressé au monde de la famille au complet. Et donc, Babyland connotait beaucoup trop le monde des bébés. Il fallait changer cela. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, on envoyait des commerciaux pour démarcher
que ce soit chez les commerçants pour déposer des dépliants dans des hôtels ou dans des CSE, les personnes étaient surprises finalement de présenter un parc Babyland avec des attractions telles qu'un spinning coaster, une attraction à partir d'1,20 m, donc on a 6 ans, une attraction comme la montée tour. fantastique, hein, c'est une chute libre, donc là on est plus sur de l'adolescent. Babyland, on a l'impression d'aller soit dans un magasin de jouets pour bébés ou soit dans un parc vraiment destiné à des petits enfants. Si on veut continuer donc à investir et présenter des attractions pour la famille, il fallait se retirer cette étiquette du monde des bébés. Donc on a choisi de changer de nom au profit de Winoland pour créer vraiment une ambiance sur la mascotte. Wino la mascotte, Winoland le monde de Wino. Et donc à partir de maintenant, tous nos projets futurs vont se tourner vers les aventures de Wino. L'idée c'est de faire vivre des aventures à notre mascotte pour que les gens puissent comprendre que à Winoland, il y a une véritable histoire autour de cette mascotte. Cette mascotte peut vivre des aventures en s'envolant avec un dinosaure. Elle peut vivre des aventures en allant visiter les mines à travers un train de la mine. Oh, on a un teasing déjà suivante. Hein. J'ai rien dit. Mais l'idée est là. Pourquoi cette mascotte? Oui. Bah Wino, en fait, c'est mon petit lapin quand j'étais petit. Donc quand j'étais en famille d'accueil, ma mère, que je voyais pas toujours, m'avait acheté un petit lapin nain. Et quand j'étais un jeune garçon, je l'ai appelé Wino. Lorsqu'on a racheté le parc, mon père a racheté le parc, il a racheté donc un nom de marque qui s'appelait donc Babyland Amiland. Nous, on a simplement changé la typographie du logo à l'époque. Hein. Mais il avait une mascotte, ce parc. Et la mascotte, c'était un lapin. Donc il a fallu trouver un nom pour ce lapin. Bah pour moi, ça a tombé sous le sens. C'était Wino. Mais du coup, il y a aussi un autre point qui aide beaucoup les parcs à désengorger les files d'attente, c'est les spectacles. Il y a des spectacles ici, ça fait combien de temps que c'est arrivé? Alors les spectacles sont arrivés en 2019. C'est-à-dire que je travaille en partenariat avec l'équipe du Circus Titi. Ils ont franchi les portes du parc et ont demandé donc à parler à la direction. Et Jeannot m'a fait part de son expérience. Il a travaillé longtemps au parc de la Vallée avec Thierry Montaletan. Et on lui a laissé donc dans un premier temps les 15 jours d'Halloween pour pouvoir faire son spectacle, juste pour analyser les retours, l'expérience du visiteur. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? Mais je crois que ça a été une des meilleures idées qu'on ait eues. Les gens applaudissaient, il arrivait à réunir jusqu'à 200 personnes, donc à l'époque, et donc on a questionné après nos clients. Vous avez aimé le spectacle? Ah oui, c'est génial, et puis juste après manger, ça permet d'avoir une activité au calme pour les enfants. Donc ça c'est super. J'ai envie de dire, grâce à Jeannot, j'ai compris que les parcs d'attractions, c'est pas uniquement les manèges. Non, c'est un véritable lieu où on trouve plusieurs activités. Le spectacle fait clairement partie d'une attraction maintenant. Quand je vois aujourd'hui que Jeannot arrive à installer jusqu'à 500 personnes et que finalement, comme tu dis, ça désengorge, bien sûr, il répond donc à des problématiques de capacité horaire. Il répond aussi à des problématiques d'expérience visiteur où on maximise l'offre. On est capable d'occuper quelqu'un qui soit un homme, une femme, un jeune papa, une jeune maman, des grands-parents ou des enfants avec une seule et même activité. Là, on est clairement dans l'atteinte de notre objectif. Du coup, niveau infrastructure, est-ce que le parc peut encore bien s'étendre? Oui. Est-ce que vous avez du terrain Oui, c'est un avantage. On a 24 hectares, on est propriétaire foncier de 24 hectares. Et là, actuellement, il y a combien d'exploités à peu près? On doit être sur 14, un peu moins, peut-être 13. Oui, donc il y a encore pas mal de place. C'est ça. Le critère que les clients préfèrent, c'est le côté arboré. Parce que lorsqu'il fait chaud et que le soleil tape, ici on est à l'ombre partout. Alors je te cache pas que pour moi c'est beaucoup de travail d'entretien. Parce que l'hiver il faut ramasser les feuilles, parce qu'il faut passer beaucoup de fois la tondeuse, il faut ramasser les branches qui tombent, il faut vérifier, élaguer les branches dangereuses. Mais je veux dire, quand tu offres un cadre forestier de cette qualité pour les clients, dans ce cas-là ça vaut bien de l'entretien. Tu nous as mis une petite avant-goût de ce qui va se passer, j'ai l'impression, avec ce train de la mine. C'est possible. C'est quoi du coup l'avenir maintenant de Winoland? Parce que j'ai l'impression que Winoland c'est un peu le nouveau départ. Voilà, quoi. C'est ça. C'est une nouvelle façon de penser. Et ben en fait c'est le pteranodon qui nous a propulsé vers cette volonté d'investir dans des attractions plus conséquentes destinées à un public familial et surtout de créer une storytelling encore une fois. De travailler sur le nom de marque Winoland avec notre mascotte Wino qui vit des aventures. Et donc je sens que tu veux me tirer les verres du nez, mais je vais rester très bref encore sur ce projet. Néanmoins maintenant on ne le cache plus, nous avons signé donc un roller coaster pour 2025 puisqu'il y a 1 an et demi de fabrication des rails dans des usines hollandaises, donc chez Vekoma, et ça nous laisse donc le temps de faire nos fondations et de réfléchir à la storytelling donc qu'on souhaite raconter aux clients. Mais par ailleurs on va pas délaisser
compléter aussi les infrastructures avec en projet une deuxième boutique souvenir à l'effigie du ptéranodon, où on va pouvoir trouver donc des mugs du ptéranodon avec le personnage principal, le professeur W, Max le dinosaure, où Winnow donc chevauche Max pour vivre des aventures folles, des petits personnages de dinosaures. Donc ça c'est pour l'année prochaine, avec également la mise en place d'un nouveau manège qui s'appelle un Magic Bike sur le thème des ptérodactyles, qui s'accompagne parfaitement avec cette nouvelle zone thématisée qui sera donc à proximité du ptéranodon, tout simplement pour continuer aussi à développer cette belle zone sur le thème des dinosaures. On a à la fois un aspect multigénérationnel et intergénérationnel. Le monde des dinosaures plaît à tout le monde, peu importe l'âge qu'on a. Hey Ludo, on n'irait pas faire un petit tour de ptéranodon? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Il faut savoir aussi que Winnow, c'est un point de restauration à Saint-Pierre-du-Perret, le coin du lac, où tu vas pouvoir y déguster des spécialités du parc. Pour l'anecdote, la terrasse sur laquelle on mange est une ancienne piste d'auto-tamponneuse de la famille. Winnow est un petit parc d'attractions que je recommande vraiment aux familles. Il y a vraiment des activités pour tout le monde, hein. Ça commence déjà dès les plus petits jusqu'aux plus grands. Et pour les parents aussi c'est bien parce que le cadre est agréable, c'est assez reposant comme parc. Et je dirais aussi que c'est un parc où tu profites vraiment de ta famille. C'est pas que tu ne peux pas profiter dans les autres parcs, mais c'est vrai qu'avec la grandeur des parcs et le monde, tu passes plus de temps finalement à être dans des files d'attente entassées avec d'autres personnes, que là ici, pendant que les enfants jouent un petit peu aux structures gonflables, tu peux papoter, tu peux te faire une petite partie de mini-golf, tu peux te faire une partie de tennis de table, aller manger un peu et profiter du coup là de plus la famille, et après on termine avec un spectacle. Bon, tu l'auras compris, j'aime beaucoup aller à Winnow. On y passe un bon moment, les prix sont abordables, il n'y a pas trop de monde, le parc n'est pas trop grand et en plus on est dans un univers verdoyant. C'est une bonne décision je pense d'être passé sur Winnow, de mettre en avant la mascotte et de créer des aventures avec cette mascotte. Et puis bon voilà, je vais pas dire non à la thématisation, ce qui est le point le plus important pour moi dans un parc d'attractions, du moins ce que je recherche le plus. Donc longue vie à Winnow, et tu te doutes bien que j'ai pas tout gardé au montage, hein. Geoffrey m'a raconté tellement de choses, c'était tellement intéressant. Mais bon, pourquoi pas, on pourra se refaire une petite vidéo dans 10 ans, quand le parc aura bien évolué. En tout cas, merci pour cette interview, parce que quand on est visiteur, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Moi quand je suis venu la première fois, je me suis pas dit qu'il y a 20 ans, c'était un terrain vague, qu'il y a eu une tempête. En fait, les gens ne se rendent pas compte de la montagne de travail qui a été abattue ici. Ils ne se rendent pas compte qu'on est lié avec ma famille et qu'on travaille tous les jours pour pouvoir améliorer ce projet et qu'on a des problèmes parfois, comme n'importe quel entrepreneur. Ouais. Moi, je pense qu'un véritable passionné doit franchir les portes du parc et venir solliciter la direction pour poser ses questions. C'est la moindre des choses entre passionnés, non? Ah oui, bah c'est pour ça que je l'ai fait. Et au moins, on a appris des choses. C'est clair, c'est super. Bon bah je vais conclure la vidéo sur ça. Donc en tout cas si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en faisant péter la barre des likes et en me disant dans les commentaires si tu connaissais déjà Babyland avant même le rachat, Babyland ensuite et Winnow maintenant, et ce que tu en penses, que là on est quand même sur un bel avenir pour le parc. Donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim.